Imaginez le cosmos dans toute son immensité. Des milliards de galaxies, des étoiles par centaines de milliards, des planètes gazeuses ou rocheuses, et nous. Tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons toucher, tout ce qui fait notre réalité physique est constitué d'une seule et même chose, la matière. Mais voilà, nous faisons face à un problème immense, totalement silencieux et profondément marquant qui se cache dans l'architecture même de notre univers. Aujourd'hui, nous plongeons dans un véritable thriller scientifique, une histoire où les mathématiques les plus pures ont accidentellement révélé le plus grand tour de magie de la nature, nous lançant ensemble à la recherche de la moitié perdue de notre création. Alors où est passée la moitié de l'univers ? C'est une question qui frappe l'esprit, parce que si l'on suit les lois fondamentales de la physique, la matière qui compose chaque étoile, chaque atome, votre propre corps, n'aurait jamais dû exister seule. Elle aurait dû être accompagnée de son reflet parfait, son jumeau identique en tout point, l'antimatière. Sauf que quand on regarde dans les confins de l'espace, ce reflet est absolument introuvable. Et pour comprendre cette disparition, il ne faut pas pointer un télescope vers l'espace, non. Il faut remonter le temps jusqu'aux années 1920 et regarder par-dessus l'épaule d'un homme qui griffonne des équations sur un tableau noir. Alors les années 1920 forment une époque bouillonnante, mais c'est aussi un moment où la physique traverse une véritable crise identitaire. Pour simplifier, les physiciens sont tiraillés entre deux monuments. D'un côté, nous avons la mécanique quantique, avec des figures comme Erwin Schrödinger. Cela fonctionne parfaitement pour décrire le monde de l'infiniment petit, les atomes, les électrons. Et de l'autre côté, trône la relativité générale d'Albert Einstein, qui règne sur le royaume de l'incroyablement rapide, les objets approchant la vitesse de la lumière. Le drame, c'est que ces deux théories sont mathématiquement incompatibles. L'équation initiale de Schrödinger, par exemple, s'effondrerait complètement si un électron se déplaçait à une vitesse relativiste. Et pire, elle ignorait une propriété fondamentale de l'électron que l'on venait juste de découvrir, son spin. Bref, il fallait de toute urgence trouver un moyen de réconcilier ces deux mondes. C'est là qu'entre en scène Paul Dirac, en 1928. Un physicien britannique brillant, assez introverti, mais avec une intuition mathématique et une recherche de l'esthétisme hors du commun. Il va concevoir un chef-d'œuvre, l'équation qui décrit enfin l'électron en intégrant la relativité. Pour contourner l'incompatibilité entre l'espace et le temps de l'époque, Dirac fait un choix extrêmement audacieux. Il invente une équation linéaire qui n'utilise pas de simples nombres, mais des matrices appliquées à ce que l'on appelle un spinner à 4 composantes. En un seul traitement mathématique, il force la mécanique quantique et la relativité à s'unir. Et le plus remarquable, c'est que le spin de l'électron apparaît tout naturellement dans les calculs, comme une nécessité géométrique absolue. Mais voilà, toute cette belle élégance a un prix, et pas des moindres. L'équation de Dirac s'est mise à produire des solutions complètement aberrantes pour l'époque. Pour comprendre, prenez une équation très simple, comme x au carré égale 4. Logiquement, cela a deux solutions. 2 et moins 2. Eh bien, l'équation de Dirac avait exactement ce même problème. Elle prédisait l'électron normal avec une charge positive, ce qui était parfait, mais ces fameuses matrices exigeaient aussi l'existence de particules avec une énergie cinétique négative. Sauf que dans la réalité, une énergie négative est une impossibilité totale. Cela voudrait dire que si vous poussez cette particule, elle accélère dans le sens inverse. Pour la communauté scientifique, c'était un énorme défaut de la théorie. Alors plutôt que de jeter ses travaux à la poubelle, Dirac fait un saut conceptuel absolument incroyable en 1930 et se dit « Et si le vide spatial, l'espace intersidéral qu'on croit vide, ne l'était pas du tout ?» Il imagine la fameuse mer de Dirac, un océan infini et invisible rempli à ras-bord de ces fameux électrons d'énergie négative. Si on ne les détecte pas, c'est simplement parce qu'ils remplissent tous les états possibles. Ils sont maintenus stables par le principe d'exclusion de Pauli, qui interdit à deux électrons d'occuper le même état quantique. En clair,
Pour lui, le vide absolu est en fait plein à craquer, sauf que cette théorie de l'océan invisible a vite montré ses limites. Dirac pensait que si on arrachait un de ces électrons négatifs de la mer, cela laisserait un trou, et que ce trou se comporterait comme une particule avec une charge positive. Au début, il a essayé de rassurer tout le monde en disant que ces trous étaient sûrement juste des protons. Mais des physiciens comme Robert Oppenheimer n'ont pas mis longtemps à pointer l'évidence. Un proton est 1836 fois plus lourd qu'un électron. Alors que les mathématiques de Dirac étaient formelles, ce trou devait avoir exactement la même masse que l'électron. Donc cela ne correspondait pas du tout. Et là tout s'accélère. Acculé par ses collègues, mais toujours persuadé que ses mathématiques sont justes, Dirac concède le fait en 1931. Il admet que ce fameux trou n'était pas un proton, ce doit être une particule totalement inédite, une sorte d'anti-électron. C'est une prédiction purement théorique, uniquement dictée par la beauté d'une équation. Et le monde scientifique n'aura presque pas à attendre pour voir s'il avait raison ou non. Dès l'année suivante, en 1932, Karl Anderson met le doigt dessus. C'est là que la théorie rejoint brutalement la réalité physique. Ce fameux anti-électron, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le positron, le miroir parfait de l'électron. Ce que l'équation de Dirac nous disait en fait, c'est que la nature possède une symétrie fondamentale incroyable. Pour chaque particule de matière qui existe, il y a une antiparticule correspondante. C'est exactement la même masse, mais avec des charges électriques et magnétiques inversées. Littéralement, le concept d'antimatière venait de naître. Alors comment a-t-on trouvé ce positron ? Eh bien, l'expérience de Karl Anderson en 1932 est digne d'un grand récit. Anderson étudiait les rayons cosmiques avec ce qu'on appelle une chambre à brouillard. C'est une petite boîte remplie de vapeur où les particules laissent une traînée de condensation quand elles passent, un peu comme les avions dans le ciel. En rajoutant un puissant aimant, les trajectoires s'incurvent, les charges négatives tournent d'un côté et les charges positives de l'autre. Et là, Anderson photographie une traînée fascinante. La particule a exactement la toute petite masse d'un électron, mais elle tourne de manière flagrante dans le sens inverse. Donc Dirac avait vu juste, cet univers miroir existe bel et bien. Mais attention, cette symétrie cache une puissance inouïe. La matière et l'antimatière se détruisent de la manière la plus absolue possible. Dès qu'une particule rencontre son antiparticule, elle s'efface littéralement de l'existence. C'est une annihilation mutuelle dans un flash colossal. Il ne reste plus rien, juste de l'énergie pure, souvent sous forme de photons très énergétiques ou de pions. Pour vous donner une idée, l'efficacité de cette réaction frôle les 100%. C'est à peu près 50 fois plus puissant et efficace que la fusion nucléaire qui alimente notre propre Soleil. En fait, cette annihilation est l'incarnation la plus totale de la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2. La masse est juste l'énergie extrêmement concentrée et quand la matière et l'antimatière se percutent, toute leur structure, toute leur masse se libère et se convertit à 100% en énergie rayonnante. C'est la transformation la plus radicale que les lois de la physique autorisent. Maintenant, faisons un pas en arrière et regardons cela à l'échelle de l'univers tout entier. On vient de voir que l'énergie peut se transformer en matière et selon les lois quantiques, elle doit le faire en créant des paires, une particule et son antiparticule. Donc logiquement, au moment du Big Bang, l'univers aurait dû créer un équilibre parfait, 50% de matière, 50% d'antimatière. Le problème, c'est que si cela s'était passé comme ça, ces deux moitiés auraient dû s'annihiler instantanément dans la foulée. Et aujourd'hui, l'univers ne serait qu'un immense vide rempli de lumière et de rayonnement. Mais regardez autour de vous, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Nous sommes là, la matière est partout. L'univers observable est fait à près de 100% de matière classique et l'antimatière s'est évaporée. Pas une étoile, pas une planète, pas une galaxie d'antimatière à l'horizon. C'est l'anomalie la plus colossale de la cosmologie moderne. Pourquoi la matière a-t-elle gagné ce bras de fer cosmique ? À ce jour, la meilleure explication tient dans un chiffre complètement incroyable,
1 milliard. Juste après le Big Bang, un mécanisme encore mystérieux a brisé cette symétrie parfaite. Pour chaque milliard de paires matière-antimatière qui se sont détruites, une seule particule de matière supplémentaire a survécu à l'annihilation primordiale. L'intégralité de notre univers actuel, des galaxies lointaines jusqu'aux atomes de votre écran, n'est constituée que de ce minuscule reste. Nous sommes faits des survivants, 1 sur 1 milliard. C'est tout de même extraordinaire de se dire que tout a commencé avec une équation. Comme Dirac le disait, refuser ces états d'énergie négative bizarres aurait été un manque de rigueur. En faisant confiance aveuglément à la beauté et à la cohérence de ces mathématiques, même quand elles paraissaient absurdes, Dirac a soulevé le voile de la moitié cachée de notre réalité. Il a connecté les mathématiques les plus abstraites à la survie même de notre univers. Ce qui nous laisse avec une question fascinante. Trouverons-nous un jour le fin mot de l'histoire sur cette moitié manquante? Au moment où l'on parle, des chercheurs au CERN mènent des expériences de pointe pour piéger l'antimatière et essayer de comprendre cette infime asymétrie qui a permis notre existence. Nous sommes littéralement les enfants d'une anomalie mathématique, d'un événement statistique cosmique, et la résolution de ce mystère nous forcera sans doute à repousser encore notre imagination. Comme Dirac l'a fait il y a presque un siècle. Voilà qui clôture notre exploration d'aujourd'hui. Alors gardez toujours cette curiosité vivante, l'univers est loin d'avoir livré tous ses secrets. À bientôt pour la prochaine exploration scientifique.